Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on parle de marketing, où on parle de neuromarketing, où on parle de nouveautés technologiques, où on parle du Canadien qui a gagné hier. On peut pas ne pas en parler. Quel lendemain de Saint-Jean, quel lendemain de célébration québécoise. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir de mieux que d'avoir Michel hier avec son podcast, sur le podcast avec son chandail du Canadien, qui a fait gagner les Canadiens. Michel Bouchard, salut! Allô Jean-François, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Ça peut pas ne pas bien aller. Écoute, c'est Ben, quoi sa première finale depuis 28 ans? 28 ans, 1993, la dernière finale. Écoute, c'est, comme je te disais tantôt dans notre rencontre, la dernière fois que le Canadien a gagné la Coupe Stanley, j'avais l'âge de ma fille. Ça te donne une idée. Écoute, c'est assez plaisant, c'est assez spectaculaire ce qu'on vit là. Il y a quand même quelque chose de super le fun qui se passe. Mais aujourd'hui, on parle de quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, mais avec le sujet qui a été pigé dans un pot, mais on parle de neuromarketing, puis on parle de marketing comportemental. Bon, je vais juste expliquer. Ouais, explique-nous la vie, là. C'est quoi le neuromarketing? C'est quoi? Le marketing comportemental, Jean-François? On a pigé au départ le sujet du marketing comportemental. Mais j'ai intégré de choix. J'ai fait une décision administrative de mon côté, par moi-même. Ok. Ouais, de parler de neuromarketing parce que les deux sont incompris, les deux sont confondus, puis les deux sont souvent entremêlés. Donc, je vais juste passer un peu de temps pour éclaircir ça. On pense peut-être à tort que le neuromarketing, c'est le démon, que c'est la pire chose qui est arrivée. Pourtant, c'est un des plus vieux marketing qui est utilisé puis qui est en place depuis plusieurs années. Fait qu'on va juste regarder puis démystifier un peu ça. Ça va me faire du bien là, en tant qu'expert marketeur de s'assurer de bien diviser les deux bébites. Là. Non, mais je pense que c'est important parce que même moi, on a parlé un peu, je pense que c'est lundi, là, ou hier même que je l'ai mentionné. Moi, je suis habitué d'être dans le mode de production. Fait que je pars d'une stratégie, d'une intention, d'un persona, de choses qu'on a déjà identifiées, puis je vais créer un contenu. Mais ce que je me rends compte, plus on avance ensemble, c'est que même au niveau des stratégies que des fois on m'a remis, mais on comprend pas du tout la différence entre le comportement d'un acheteur puis ce qui se passe dans sa tête. Exact. Fait que, parle-nous donc, neuromarketing, c'est quoi? On va juste démystifier le neuromarketing. Le neuromarketing, sans rentrer dans quelque chose d'ultra complexe, là, c'est qu'il va être capable d'utiliser certaines parties ou de lancer des triggers, de lancer des accroches à ton cerveau de différentes manières pour t'inciter à passer à une action. Okay? Le neuromarketing, c'est pas juste sur le web. Le neuromarketing, c'est partout. Michel, je te dis, achète un produit à 899$ ou achète un produit à 950$. Quel tu vas acheter? Dans mon cas, ça dépend. Celui à 899, si c'est égal. Là. 899, les prix qui se terminent à 99, c'est une forme de neuromarketing. Ouais. C'est une forme d'utiliser, de jouer puis de détourner pour jouer avec la compréhension de ton cerveau. L'être humain est capable de porter son jugement de manière adéquate sur « ben non, il y en a un qui c'est pas bien plus cher. » là. Par contre, au point de vue de comment tu te sens puis de comment ton cerveau te force à se sentir, ça a un méga impact. Et sur des achats compulsifs ou des achats qui sont moins nécessaires, ça a un impact direct sur ton processus décisionnel. Ouais, de la façon qu'on m'en avait parlé au cégep, là, on s'en c'était pas des études de neuromarketing pantoute, là, mais c'était que les gens allaient souvent associer 89 avec c'est 80$. Puis dès que tu changes, même si c'est 89 et 95, dans leur tête, 90, c'est plus cher. C'est plus cher. 89 exact. Les prix qui se terminent en 99, ça, tu vas aimer ça. Les comparaisons d'articles. Comparer deux articles, c'est du neuromarketing. Fait
de comparer deux articles d'une certaine manière ou que l'entreprise te force à lire un article sur la comparaison de deux produits, ça, tout d'un coup, aussi, on tombe dans le neuromarketing parce que on va choisir le produit avec lequel je vais être comparé, puis il y a une raison pourquoi je le fais. Donc ça amenait la diversification des services. T'sais, en anglais, on dit là, un jack of all trades. Là. Ouais. Fait que quelqu'un qui est capable de diversifier ses services puis qui dit moi je suis capable de faire du design, je suis capable de faire du graphisme, je suis capable de faire de la photo, je suis capable de faire... On s'entend, là, ça fait toute partie de la même catégorie. Puis probablement, dans certaines agences, c'est la même personne qui fait tout ça. T'sais? Par contre, cette division-là, c'est du neuromarketing. Ça offre un choix. Ça offre un éventail de choix qui, si moi je me dis, moi je veux pas faire affaire avec un photographe pour ce que je veux, je veux une illustration. Mais si le photographe il dit, je fais de l'illustrateur, je suis illustrateur aussi, je fais de l'illustration, là, tout d'un coup, ils viennent désamorcer complètement la manière que tu avais de penser. Puis, écoute, celui qui me tient le plus à cœur, puis celui qui est le plus flagrant, puis un des exemples qui est le plus simple, c'est le choix des couleurs. Ta chemise aujourd'hui me permet de parler de choix de couleurs. Je ne l'ai pas choisi en vain non plus. Écoute, il y a des couleurs qui sont plus précises que d'autres, qui vont arriver avec une tonalité, une manière de faire les choses. Tu sais, on pense à du jaune. Le jaune, en partant, souvent, c'est associé à l'optimisme, puis à la clarté. Tu sais, c'est quelque chose qui est clair. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est du à peu près. Là. C'est ça, c'est rigide, c'est comme ça. Tu sais, Nikon, UPS, National Geographic. On est dans le jaune. Pas jaune. on est dans cette structure-là. Quelque chose qui est plus orangé, tu sais, on est dans quelque chose qui est plus amical, quelque chose qui est plus joyeux, tu sais, Nickelodeon, Hooters, Fanta, qui est un bel exemple de ce côté-là. Le rouge, là, on est dans l'excitation, là, on est dans c'est des décisions, c'est la jeunesse, c'est l'excitation, c'est le power, c'est la manière, tu sais, bon, là, on a les Kellogg, on a les Coke, on a des CNN, on a des Target, il y en a une panoplie qui sont là-dedans. Le mauve, c'est quelque chose qui est plus imaginatif, c'est quelque chose qui est plus pensé, sage dans le sens vieux barbu, là, pas dans le sens plate. Tu sais, Sci-Fi Network, Yahoo, Wedge, Taco Bell, Think Outside of the Bun. Ben, c'est ça, on est dans l'imaginatif, on arrive là, dans une manière différente de le faire. Le bleu, c'est la force, le bleu, c'est la confiance. Dell, Lowe's, HP, il y en a un paquet de ce côté-là qui sont... Les médias, Facebook, Twitter... C'est en plein ça. Le vert, c'est la santé, c'est le retour à la Terre, c'est d'être capable de toucher ça, mais tu sais, les Animal Planet, Tropicana... mais il faut penser aussi que le neuromarketing peut agir un peu comme les relations publiques dans l'endroit où on performe le moins bien. Fait que ça va être normal de retrouver BP dans le vert. Puis ça va être normal de retrouver Monster dans le vert. Ouais, mais là, c'est ça, on touche à certaines... moi, je me suis amusé, en fait, dans mes recherches pour le podcast aujourd'hui, je cherchais comment que les gens perçoivent le neuromarketing. Oui. Beaucoup des articles qui existent, que j'ai trouvé, c'est ils nous jouent dans la tête, ils veulent nous jouer dans la tête, nous faire croire des choses. Oui. Puis bon, il y avait la carte mentale, puis tout ça, là, évidemment, là, l'imagerie aussi cérébrale. Oui. Les gens ont peur, justement, parce que certaines entreprises vont créer, bon, là tu parles des couleurs, mais au niveau des contenus, c'est la même chose. Affaire, là. C'est comme l'agence de tabac qui va tout le temps te parler de santé. Exact. Mais pourquoi qu'ils te parlent tout le temps de santé? C'est simplement pour désamorcer
le discours qu'on le sait que c'est pas santé pantoute, mais ils vont tellement t'en parler, ils vont créer un lobby à côté pour la santé américaine, admettons. Le discours de base en relations publiques, c'est pas compliqué. T'investis ton argent et ton temps là où tu crées du tort. Ouais. Pendant longtemps, McDonald's finançait les Jeux olympiques. Ah ouais, la centre de Paty au Québec. T'sais. Il disait lui-même, je peux pas en manger. Je peux pas en manger. Ben c'est ça. Comment tu t'es parlé? Pendant longtemps, on a trouvé des entreprises qui investissent temps et argent dans un endroit. On a Facebook, présentement, qui investit énormément en psychologie, en aide aux enfants, en aide à la personne. Que c'est important. Que là, on voit, c'est un des principes de base. Mais ça reste du marketing, ça reste du neuromarketing, puis on est pareil dedans. Puis c'est probablement une des plus vieilles sources de marketing. Parce que rapidement, les gens se sont rendus compte que si je le crie et si je l'écris en rouge, ça a beaucoup plus d'impact que si je le fais en tout petit, en noir. Donc, déjà là, les gens interagissaient avec ça. Les premières publicités, on regarde les premières affiches, on regarde, il y avait déjà une grosse base de neuromarketing sur comment le cerveau était pour interagir avec. Et le cerveau reptilien a un impact majeur sur notre pouvoir de décision. Ça serait le fun que non. Là. Mais c'est pas lui qui est fait pour penser sur du long terme. Là. Non, on est dans le mode réaction. On va exact. toucher nos... Tu sais, tantôt, je te disais, bon, les peurs des gens de se faire jouer dans la tête, mais je veux pas, justement, là, on joue beaucoup en marketing sur les peurs des gens, sur leurs inquiétudes, sur des choses de base. La peur du noir, là, ça existe depuis la nuit des temps. Là. C'est pas pour moi que je dis la nuit des temps aussi. c'est ça. C'est une peur primaire, mais ça vient jouer justement sur ces inquiétudes primaires-là qu'on a. Complètement. Puis, je comprends la peur de certaines personnes de se dire, ben justement, les marketeurs cherchent à nous jouer dans la tête. Je la comprends, cette inquiétude-là, parce que on veut pas se faire manipuler, on veut pas se ramasser dans une situation qu'on n'a pas voulu, ou acheter un produit qu'on n'a pas besoin. Je pense aux publicités subliminales maintenant qui sont interdites. Ben, c'est pas pour rien qu'elles sont interdites. Non. C'est que ça crée vraiment des monstres. Oui, il y en a eu. Là. Mais tu sais, avec le neuromarketing, là, il y a un chiffre qui est à retenir. 69% des achats qui sont réalisés sont faits de manière inconsciente. Quand même beaucoup, là. C'est énorme. Fait que 69% des achats, tu te lèves un matin et tu dis « Ah, j'ai besoin de telle affaire, je vais aller sur le web, je vais me l'acheter. » Mais regarde ton processus décisionnel. Là. C'est étrangement, là, il y a une raison pourquoi tu achètes cette marque-là. Puis il y a une raison pourquoi tu vas là. Puis il y a une raison. Le meilleur exemple, tu nous l'as dit toi-même, ton savon. Ton savon, c'est du longue haleine. Ils ont travaillé longtemps sur toi. Mais tu as fini par l'acheter pareil. Ah, puis je le trouve cher, tu sais. Encore là, je l'attends en passant. Je fais juste le dire comme ça, là. Je l'attends encore, mon savon, après 3 semaines. Mais comment je peux dire ça? C'est venu jouer sur des éléments que Pourtant, c'est pas des éléments qui m'intéressent tant que ça. T'sais, moi, l'idée, l'antidorifique versus, admettons, le déodorisant, c'est pas un débat psychologique que j'ai envie d'avoir sur le web. Mais pourtant, eux autres en ont fait un. J'ai lu leur article et j'en suis venu à « Ok, je vais l'essayer ». Mais comme tu dis, moi, c'est pas venu... Un matin, je me suis levé puis je l'ai fait. C'est pas venu d'une longue réflexion sur... peut-être que je serais mieux d'essayer ça. C'est vrai, l'antidorifique, il y a des études qui parlent de que ça peut être cancérigène ou pas. Non, pas en tout. Ça a été, gars, j'ai vu une 3e fois la même pub passer sur Facebook. Je clique dessus, le premier panier n'a pas marché dans mon cas, fait que je n'ai fait un autre, mais tu sais, ça a été de même, ça a été quasiment compulsif. Je n'ai besoin là, je le fais. Tu sais, le neuromarketing, là, ça travaille sur 2 choses. En sachant que ton cerveau se cherche des excuses pour justifier l'achat. Ils vont travailler sur les 5 sens pour être capable de t'amener ça. Fait que la vue pour capter l'attention, ton ouïe pour utiliser des musiques. Quand on rentre dans les magasins, là, plus on vieillit, moins ça nous tente d'aller chez Aldo. Avec la musique qui est tellement forte puis qui est tellement... Mais il y a une raison pour ça.
c'est voulu. Il y a quelque chose en arrière qui est fait en conséquence. L'odorat, on a juste à penser à Krispy Kreme. Krispy Kreme est un exemple hallucinant. Peut-être dans la région du Bas-Saint-Laurent, il n'y en a pas. Il y en a plus dans la région de Montréal ou en Ontario ici. Ouais, nous autres, c'est les arrêts de bus de temps en temps qu'il y a un petit stand de Krispy Kreme. Puis quand on est chanceux, il y a des beignes dedans. Là. Mais, OK. Krispy Kreme, c'est quoi? Ben, c'est une très grosse entreprise de beignes, un concurrent direct là, à Tim Hortons et compagnie, qui sont reconnus pour leurs beignes glacés, qui sont frais du jour, faits sur place, qui font en batch, puis ils en font plusieurs fois par jour. Ouais, ils sont cochons, sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop bons. Mon diabète leur dit merci. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils travaillent sur trois éléments très précis. Premièrement, sur la vue. Quand les beignes sont chauds, quand ils sont en train de faire une batch de beignes, il y a à l'extérieur un néon rouge Krispy Kreme qui est allumé puis qui dit « Hey, on est en train de les faire, là. Rentre, viens les chercher. » Quand je rentre, quand je m'approche même du Krispy Kreme, l'odeur est là. On sent le glaçage, on sent le miel, mais même de l'extérieur. On a cette odeur-là à l'entour du Krispy Kreme. Donc, ils vont travailler sur l'odorant. Quand je vais rentrer en dedans, quand je pense à des beignes, je pense pas au futur. Le beigne me ramène en arrière. Le magasin est fait sur le restaurant est fait sur une espèce de style un peu diner américain, vintage années 50, 60, avec la musique qui est là, qui est en conséquence, mais qui va chercher un peu de tout. Ça veut dire qu'ils vont avoir du Nirvana qui va jouer ou du Metallica qui va jouer, mais en balade. Fait autant papy, autant mamie peuvent aller là, puis dire « Hey, la petite musique est le fun », mais par contre, leurs plus jeunes, leurs enfants, leurs petits-enfants vont reconnaître des chansons, puis vont reconnaître ce qui se passe là. Donc, ils créent un univers pour t'envelopper, un peu comme leur bain, en travaillant directement là-dessus. Puis ils vont finir ça, mais avec les deux sens qui manquent. Le toucher puis le goût. Ouais. Puis le toucher, le Krispy Kreme, là, je me souviens qu'il y a un bout, c'était un beigne chaud. Oui. Un beigne chaud, Tim Hortons, t'es pas vu ça à ça? Hein? Non. Non, là, parce qu'ils sont pas faits directement là. De faire un clash avec les attentes qu'on a, même si on l'achète à l'épicerie dans une boîte, il est jamais chaud. Là. Non, c'est ça. Chez Tim Hortons, ils sont faits, mais... Bon quand il est frais, puis encore chaud. Je l'ai juste mangé une fois vraiment frais. Le reste, c'était dans un stand. Pas de farce, là. C'est tout ce que tu dis là, j'y repense. Là. Je revois le resto, je me replonge dans l'environnement, puis je le goûte. J'ai faim, là. T'as réussi à me donner faim, là. Mais c'est parfait, c'est bon. Mais c'est ça. Le neuromarketing, c'est ça. Ouais. Okay? Donc, c'est de travailler sur ce côté-là, c'est de travailler de cette manière-là. Arrêtez de jouer dans ma tête avec vos exemples de beignes. Bon. Marie-Isabelle a faim aussi. Je vois pas ton chat. OK. Ah. C'est ça, j'ai comme ouvert ton chat puis je le vois pas. J'avais comme dit bonjour aux gens, j'espère que j'ai pas écrit dans mon propre chat. Non, je le vois de mon côté aussi. Okay. Je vais juste autoriser. Et voilà. Bon. Je vais aller voir, je vais le mettre live, peut-être ça va être mieux. Là. Non, pas de problème. Donc c'est ça. Fait que le neuromarketing, c'est ça. C'est une vieille manière de faire qui est là depuis plusieurs années, qui fonctionne super bien. C'est pas... Oui, ça force les gens ou ça joue un peu dans la tête des gens de cette manière-là, mais c'est un principe de marketing. Ça, le principe là, que McDonald's avait de mettre sur les heures de pointe de la toune extrêmement plate, agressante, oui. Pour que les gens mangent plus vite, finalement, tu prends tout ça dans le neuromarketing? Oui, c'est du neuromarketing parce que justement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rouler. Tu veux un fast-food. Quand tu vas chez... Ouais. Ils ont essayé pendant quelques mois de faire du service aux tables. Ah oui, je m'en souviens pour la pizza, là, notamment. Pour la pizza, puis ils l'ont réessayé aussi à quelques reprises.
c'était pas concluant parce que ça ne fit pas dans le modèle. Tu vas chez McDonald's pour du fast-food, tu veux quelque chose de rapide. Les sièges sont faits pour ne pas être confortables. L'environnement est froid. C'est toujours très frais dans un McDonald's parce qu'on ne veut pas te garder là longtemps. Puis même les tables pique-nique à l'extérieur sont faites en béton, plates, puis il n'y a pas de place pour que tu sois bien là-dessus. C'est fait pour que tu t'assoies, que tu manges rapidement, puis tu sacs pas quand. C'est ça. Ben oui, ça rentre dans le processus, ça rentre dans ça. Tu sais, le marketing, c'est pas juste la publicité. Le marketing, c'est l'environnement alentour. Fait que oui, ça en fait partie. Oui, ça fait partie de la définition de ce que ce restaurant-là représente. Tu sais, puis tu vas montrer à un enfant de 3 ans 2 arches jaunes, il va savoir exactement c'est quoi. Ouais. Puis même s'il n'est pas allé, il va savoir c'est quoi. Parce qu'il va l'avoir vu ailleurs. Tu parles des 2 arches, là. Je pense qu'il en reste un aux États-Unis qui a juste une arche. C'est l'original, ouais. Ouais. Mais je me souviens sur Reddit, il y avait une réaction quasiment agressive. Oui. Des gens pour qui c'était pas normal, c'était pas correct d'avoir une arche. Tu sais, ça venait heurter leur horizon d'attente, ça venait heurter leur façon de percevoir cette entreprise-là, jusqu'à ce que, en fait, je dis jusqu'à, même quand quelqu'un est venu et a éduqué sur pourquoi il y a juste une arche, ça corde pas. Pour eux autres, c'est pas normal, c'est pas correct. Non, c'est ça. Ça va jusque-là. Là. Ouais, quand on est... je veux dire, les gens en ont parlé, le nom de McDonald's a circulé pendant... Écoute, c'était pas une affaire de 10 commentaires sur Reddit, là. C'était des dizaines de milliers de commentaires. Là. Non, c'est ça. Fait qu'ils en ont parlé, la marque a circulé, fait que ça a fonctionné pareil. Non, c'est ça. Fait que pour le neuromarketing, c'est ça. Le neuromarketing, ça roule dans ces horizons-là. Le marketing comportemental, bon, là, on embarque dans une bébelle. OK? Le marketing comportemental est beaucoup dirigé vers le web. Parce que j'ai besoin de beaucoup plus de données analytiques pour être capable de savoir à qui je m'adresse, à quel moment je veux m'adresser à cette personne-là, puis pourquoi je le fais. Donc là, il y a quelque chose de bien spécial puis de spécifique qu'il faut que j'aille chercher là. On va le voir souvent, la plupart des sites qui vont vous demander est-ce que vous recueillez, est-ce que vous acceptez qu'on recueille qu'on installe des cookies ou qu'on recueille des données ou que ça veut dire qu'ils vont faire du marketing comportemental sur vous autres par la suite. OK? C'est quoi du marketing comportemental? C'est d'être capable de vous cibler directement. Être capable de vous cibler, pas nécessairement en tant que je cible Michel. Mais en tant que je cible les personnes qui sont alentour de Michel, qui ressemblent un peu au profil d'achat, de consultant, de où tu vas, du type de recherche que tu fais. Ça, la comparaison, je donnais des fois juste pour le vulgariser, mais je le sais qu'elle n'est pas parfaite. Là, c'est vraiment un profileur de tueur en série. Exact. D'essayer de voir justement les patterns, de voir c'est pas la personne en tant que telle qui m'intéresse. Si je cible une personne seulement en marketing, on s'entend là. Si je vais vendre à une personne puis ça finit là, il rachètera peut-être pas parce qu'il n'a pas besoin 10 fois de mon produit ou de mon service. Alors que si je trouve des gens comme lui, là tout d'un coup, la recette qui a fonctionné pour une personne a des chances de fonctionner pour d'autres personnes. Exact. J'aime ton exemple parce que j'utilise le même quand je donne mes conférences. Du marketing comportemental, là, c'est devenir profileur pour CSI. C'est ça. Mais pour du SEO, on cherche pas des... Non, ça va pas là, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire d'être capable de dire, mais les personnes comme Michel, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bon, si on se rappelle là, nos cours de mathématiques là, en secondaire 2, 1, 2, 3, là, le fameux dénominateur commun. Être capable de dire, mais qu'est-ce qui va être un dénominateur commun là-dedans? Comment est-ce que je vais être capable de faire le calcul de mes fractions par la suite? Bon. C'est ça. Le profilage comportemental, le marketing comportemental, c'est ça. C'est de généraliser le plus loin possible avec des dénominateurs communs, juste avant de tomber dans l'ultra généraliste pour dire, moi, je vais viser tout le monde. Ouais. Fait que c'est ce qui va permettre de créer des branches pour venir chercher des personnes supplémentaires. C'est vraiment là où on est capable de travailler en marketing comportemental. Fait qu'on va l'avoir sur le web, on va l'avoir. Facebook est un excellent outil qui l'utilise
à outrance, bien ou pas, je suis pas là pour porter le jugement. Mais c'est fait, c'est ça, c'est ce qu'ils font. Google le fait, là. Ouais, T'sais. mais c'est là que je voulais t'amener parce que Facebook, j'ai l'impression qu'on a encore un peu plus accès à ça, le Ouais. profilage, alors que Google, depuis un certain temps, Ouais. tout ce qui est les centres d'intérêt, ce qui est les comportements des utilisateurs, admettons en ce moment, je peux plus voir où est-ce qu'ils vont après avoir été sur mon site. Non. Bon, il y a des outils qui vont me permettre de le faire peut-être Oui. à un moment donné, là. Mais Analytics lui-même nous limite de plus en plus par rapport à ce comportement-là. Exact. Fait que à quel point justement, comment dire, à quel point on peut encore le faire de manière très efficace, tu sais. Le analytique nous limite, puis je comprends en même temps la logique de vouloir nous limiter là-dedans, parce qu'à un moment donné, on s'entend être capable de suivre à la trace un utilisateur, ben c'est là justement que les problèmes sont déjà survenus dans le passé là, avec l'ultra ciblage, puis le profilage pour à des fins politiques, des choses comme ça. Je suis content que tu en parles. Je viens. Ouais. Ça c'est une stat le fun. Là. Ça, c'est une stat qui est super le fun. Bon, il y a deux choses à ta question. Premièrement, Google ne le permet plus. Par contre, il a rendu plus difficile d'aller chercher les éléments. Par contre, si j'ai une base en marketing de comportement, je peux aller retrouver mes indicateurs qui sont encore là, puis me créer des tableaux de bord à côté. OK? Fait qu'il ne le donne plus d'emblée. Je suis obligé de travailler un peu plus, mais la récolte de certaines des données qui sont des marqueurs intéressants sont encore présents. Donc, ça, c'est pour Google. Pour Facebook. Facebook, son marketing est ultra ciblé. Son algorithme est ultra ciblé et biaisé. Et il se base strictement sur les cookies de suivi. La nouvelle mise à jour d'Apple iOS 14, vient de scraper un peu leur affaire. Ouais, un peu beaucoup. Là. Un peu beaucoup. Juste pour faire une histoire courte, la nouvelle mise à jour, ce qu'elle permet de faire, c'est de décider si je permets, en tant qu'utilisateur de téléphone intelligent, est-ce que je veux qu'une application me suive ou pas. Et présentement, depuis, ça fait un peu plus qu'un mois que c'est sorti, 4% des personnes seulement acceptent que Facebook les suive. Je répète, 4% seulement des personnes qui acceptent que Facebook les suive. En prenant en considération que leur marketing et leur processus d'affaires est ciblé et tourné au complet alentour de ça, comprenez-vous maintenant pourquoi Facebook et Apple sont en cours depuis 6 mois un contre l'autre? Parce que Facebook dit qu'Apple n'a pas le droit de faire ça. Puis Apple dit au contraire, nous sommes une compagnie sûre, entre guillemets. Donc, oui, on va faire ça, et non seulement on va faire ça, mais leur marketing maintenant est dédié 100% autour de ça. C'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est l'outil à choisir si tu ne veux pas te faire tracker. Puis tous les problèmes qui sont arrivés avec Facebook ne seraient pas arrivés si tu nous avais choisi. Je te ramène juste à ce que tu disais tantôt. Ça se peut-tu qu'on mise notre marketing sur des choses où on est le plus faible par hasard? On mise notre marketing où on est le plus faible. On mise aussi notre marketing où c'est le plus facile. Parce que c'est drôle, mais moi, ce que j'attends de voir, puis ça, je vais me fier à quelqu'un comme toi pour justement m'éduquer là-dessus, mais à quel point Apple ne garde pas ces données-là finalement pour lui? Apple garde une partie des données, ne les utilise pas dans un point de vue marketing, mais l'utilise à d'autres fins. Ils ne vendent pas nécessairement les données à des tierces parties, mais ils utilisent tout de même une partie des données. Oui, ils en gardent une partie, mais pas autant que Facebook peut garder. Non, mais Facebook, c'est un monstre. Là. Même TikTok, là, tu sais, autant que de ce temps-ci, je disais à tout le monde, oui, TikTok, c'est le fun, parce que là, je suis dessus, puis moi, tout, je triple. S'il y a bien une plateforme qui je surveille, c'en est une, en fait, qui est dure à suivre de l'externe.
Google ne le traque pas encore de mémoire. Non. En tout cas, Google ne le Non. traque pas encore, là, les clics qui viennent de TikTok vers Non. ton site web, admettons. TikTok semble très fermé, plus encore que Facebook. Fait que tu sais, bref, c'est ce genre de... Comment je peux dire ça? Ce genre de comportement-là des algorithmes des plateformes, tu sais, moi je les trouve super intéressants d'un point de vue, intellectuel. J'aime voir comment ça fonctionne, mais d'un point de vue consommateur, j'ai l'impression qu'on le sait pas tout le temps. En fait, non, je le sais qu'on le sait pas tout le temps ce qu'ils font avec nos données, ça va, mais comment ils veulent nous traquer. Tu sais, dans le cas de TikTok, en ce moment, c'est ça, moi, ma zone grise. Peut-être que tu en sais plus sur leur algorithme, mais jusqu'à quel point ils font un profil de nos comportements. Parce que l'algorithme, je le vois, là. Comme je t'avais déjà dit, moi, j'ai regardé une vidéo, malheureusement, 5 secondes d'un bouton qui pète. Écoute, ça a pris du temps avant qu'il commence à faire... Ça a pu en avoir. J'en ai encore de temps en temps, on dirait qu'il me teste. C'est probablement un des meilleurs algorithmes qui va utiliser ce que tu aimes réellement. Ouais. OK? Mettons ça simple. Tu m'amènes justement au problème. Il me donne ce que j'aime parce qu'il sait ce que j'aime. Parce qu'il a compris ce que j'aime. Exact. Contrairement à Facebook, où une grande partie de l'algorithme est là sur le bouton like. Ouais. C'est pas parce que tu likes un commentaire, c'est pas parce que tu likes une publication que tu l'aimes réellement et que ça te touche réellement. Il y a beaucoup plus de politique qui est faite sur Facebook qu'on pourrait le penser. C'est sûr, si un membre de ta famille rapproché publie quelque chose, même si ça te touche plus ou moins, automatiquement, tu vas peser sur le bouton. Tu vas dire, ben oui, je vais t'encourager, like. Ça ne veut pas dire que tu aimes nécessairement ça. Donc, Facebook va utiliser une partie de l'algorithme pour être capable. Mais c'est là où ça devient un peu plus problématique. TikTok s'en fout. Ouais. TikTok mesure le temps que tu vas regarder une vidéo. Est-ce que tu passes plus de temps sur tel type de vidéo ou l'autre? Puis par la suite, il va faire un tri par les hashtags et par la suite, il va faire un tri sur des vidéos qui ont un type. Ça veut dire que ils sont capables, avec leur algorithme, de catégoriser les vidéos une fois qu'ils sont mis en ligne, puis de dire ça c'est une vidéo de, ça c'est une vidéo de chat, ça c'est une vidéo de bouton, ça c'est une vidéo de savon, ça c'est une vidéo... Ils sont capables déjà de déterminer rapidement et meilleur que beaucoup d'autres outils. Ouais. En tant qu'utilisateur, en tout cas, je suis justement en train de regarder, je me suis juste amené à l'ouvrir pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il me donne. Là. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup de chats. J'ai regardé des vidéos de Minet là, hier, là. C'était tous des beaux petits chats, là. En tout cas, bon, bref. Tu sais, d'un côté consommateur, d'un côté utilisateur, pas consommateur. Je vais prendre un côté utilisateur. Je comprends l'attrait des gens pour TikTok, pour le fil de TikTok, parce que plus tu l'utilises, plus t'es capté par TikTok, plus il va. Tu sais, c'en est un que je vois le danger, autant que je vois le fun, autant que je vois le danger. Plus je vais l'utiliser de la bonne façon, plus il va tellement me donner le bon contenu que je vais être de plus en plus attaché, puis je vais vouloir en voir plus. Le côté accro. C'est hyper addictif. Oui, complètement. Les premières journées, je sais pas pour toi, Jean-François, mais moi, les premières journées de TikTok, là, je veux pas savoir combien d'heures j'ai passé à juste swiper. Là. Non, mais eux autres le savent. Ouais, ben c'est ça. T'sais, moi, je veux pas le savoir. Mais tu sais, fait qu'il y a le bon puis il y a le bon côté du mauvais côté, je trouve. Mm-hmm. Pour l'utilisateur, c'est super intéressant, mais pour l'utilisateur, il y a quand même un bon danger. Mais pour la plateforme, c'est hyper profitable. Pour l'instant, la pub n'est pas omniprésente, mais je le vois venir. La minute que la pub va être normalisée sur TikTok, Dr. Squash va se faire de l'argent. Mais sauf qu'il faut voir aussi, l'approche que TikTok a présentement avec la publicité est un peu différente de celle qui est standardisée par Facebook. Okay? Bon, rentrons un peu dans la philosophie de la bébite. Là. Facebook ont recréé sensiblement le même univers qui était dans les médias. Ça veut dire, tu as un placement publicitaire à faire, je peux trouver 4 millions de personnes. C'est pas
tout le monde alentour de toi, je peux t'en trouver partout dans le monde. Place ta publicité ici, donne-moi ton argent, puis je vais aller chercher les bonnes personnes. Donc, c'est une diffusion de ce type-là. TikTok a signé une entente qui a passé un peu inaperçue dans la dernière année. TikTok a signé une entente avec Walmart. Ah ouais, ok. Je savais même pas. Ça a passé un petit peu inaperçu, ça a passé un peu sous le radar, où ce qu'ils sont en train de développer, ce qui a déjà été testé en Chine, ce qui est déjà en train d'être testé dans certaines régions aux États-Unis, c'est un produit qui est dans une publication. Ça veut donc dire que tu vas voir ton danseur ou ta danseuse préférée sur TikTok qui va faire sa danse, qui va faire ses choses, mais t'aimes son vêtement, tu vas pouvoir cliquer dessus, ça va te l'apparaître, tu vas pouvoir l'acheter, one click, buy, cloud. Donc, ils s'en vont vers une espèce d'hybride entre Facebook puis Amazon. Fait qu'ils sont en train d'essayer de voir ça. Pour le moment, c'est ultra concluant en Chine. Ça a super bien fonctionné. Les tests qu'ils font aux États-Unis, les gens, on est dans un marketing qui est un peu différent, qui est un peu moins caché. Ouais, ben c'est ça, j'allais te dire, par rapport aux réglementations, là, pour les influenceurs, mettons, ils sont obligés de dire si c'est du placement de produits. Okay. Dans les films aussi, c'est de moins en moins caché. Oui. À quel point on peut le faire en Amérique? À quel point c'est légal de faire ça? Il y a possibilité de le faire si la mention est là. La mention peut l'être dans le descriptif de la publication, peut être un hashtag, ou, comme on l'a vu cette semaine avec une publication que nous autres on a faite sur un de nos comptes, qui a eu la mention COVID dessus, mais la mention publicité peut aussi apparaître, parce que l'algorithme, de toute façon, va le spotter bien rapidement. Ouais, mais tu sais, dans ce cas-là, je trouve ça intéressant parce que oui, COVID, là, on vient de leur dire. On vient de leur dire, si tu prends cet extrait-là, Gabin, si on n'a pas encore un avertissement, mais tu sais, c'est ça, j'ai hâte de voir à quel point il ira pas juste analyser le discours, mais il va analyser vraiment la vidéo elle-même. Tout. Ouais, c'est ce qu'il fait. Parce que c'est pas juste une fonctionnalité qu'on va ajouter, là. Ça peut être vraiment juste quelqu'un qui porte une belle chemise qui a été achetée sur, mettons H&M, qui parle d'H&M en plus. Mais si l'algorithme est capable d'identifier ça par lui-même, ça va. Mm-hmm. Mais justement, il faudrait que ça soit systématique. En tout cas, là, tu me fais partir de la réflexion. Là, mais c'est ça, là. Comment faire pour implémenter. Ouais, c'est ça. Mettre ça dans la plateforme, ça fonctionne, hein, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Mais c'est ça, fait que là, tu vois un peu le où s'en va le marketing, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, comment on va le gérer. Puis tu comprends aussi, en tant que stratège marketing de ce côté-là, surtout au Canada où les réglementations sont un peu moins permissives que celles aux États-Unis, puis plus que celles en Chine, mais ça, c'est un autre bébite, là. Moindrement que je veux toucher plusieurs personnes allant à l'international, mais là, je me dois de respecter à peu près 20 structures législatives différentes. Donc là, j'embarque dans des bébelles, tant qu'il n'y a pas d'uniformisation de ce côté-là. Hey, je m'excuse, hein, le mot de la journée, c'est bébelle. Ça fait comme 8 fois que je le dis depuis le début du podcast. Je m'en suis même pas rendu compte avant que tu le dis. C'est correct. C'est ta bébelle. Qu'est-ce que tu fais? Oui, ben, c'est ça. Ça arrive. Tant qu'il n'y a pas une normalisation au point de vue législatif, qu'il va être une normalisation qui va être plus... On ne pourra jamais avoir une normalisation internationale à 100%, mais qui va au moins comprendre un grand territoire, ça va être extrêmement compliqué. On le voit avec le RGPD en Europe, où ils ont mis en place quelque chose qui fonctionne bien, mais même eux autres à l'intérieur ont des difficultés à le faire appliquer d'un pays à l'autre parce qu'il y a des petites variations à gauche et à droite. Tu sais, les gens s'astinent depuis des milliers d'années sur c'est quoi le bien et le mal. Ouais. Les gens s'astinent aussi sur c'est quoi qui est éthique, qu'est-ce qui est pas éthique. Oui. Tu sais, c'est pas évident de lier toutes ces cultures-là, ces façons aussi d'envisager la vente, d'envisager la société. Exact. Un pays communiste, un pays capitaliste, un pays ultra-capitaliste,
ils n'ont pas les mêmes... Comment dire, même s'ils vont partager des valeurs similaires, le degré avec lequel ils vont utiliser ces valeurs-là dans leur prise de décision n'est pas la même. Fait que tu sais, je le vois le défi pour une plateforme comme TikTok, justement, qui est mondiale, ou Facebook, justement, qui l'est aussi. C'est ça. C'est dans le contexte où tu dis que tu peux cliquer sur la vidéo pour acheter le produit, puis que tu le sais même pas dans certains pays que c'est de la pub, là. Tu fais juste le faire. Ben, t'arrives au Canada, c'est pas de même que ça va marcher. Non, c'est en plein ça. Fait que ces plateformes-là travaillent toutes avec le même principe, le principe de la gestion du risque, puis le principe de la tolérance. Jusqu'où l'utilisateur de ma plateforme est prêt à se rendre avant que ça dise non, là, ça n'a absolument aucun sens. Non, puis ça doit être aussi une question de pourcentage, à quel point... Tu sais, c'est comme l'horizon d'attente. Je peux déranger 40% des gens, il y a quand même 60% des gens qui vont accrocher. Oui. Mais si tu te ramasses justement dans un taux... la réception de la société québécoise vis-à-vis telle affaire fonctionne pas. Mais tu sais, même, je parle de société québécoise, ce qui se fait à Montréal, ce qui se fait à Rimouski... Pareil. Écoute, la même pas photo, on l'a vécu avec certaines pubs. Là. Tu mets une photo d'un tel type à Rimouski, ça marchera pas. Non, pas mais du ça, tout. Sur le plateau Montréal, aucun problème. Ça va aucun problème. Puis même qu'on risque d'avoir des commentaires négatifs parce qu'il n'y a pas assez de diversité. Ouais. Pourtant, j'arrive à Rimouski, puis c'est complètement l'inverse qui arrive. Ouais. Ah oui, on l'a vécu à 100% là, sur un dossier qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Puis oui, c'était flagrant, puis sur le bord d'être désolant, je sais pas. Je sais pas trop comment le prendre, mais... Ben, tu sais, alors on rentre dans d'autres choses, là, mais je suis pas sûr que c'est un problème d'éducation ni de génération rendu là. Je pense que c'est simplement une question de normalisation. Tu sais, à Rimouski, là, t'entends pas grand monde parler en anglais tout de suite en partant. Ouais. Dans mes podcasts, là, quand je m'échappe, je vais dire show don't tell. Je le sais qu'il y en a certains que ça dérange. Je le sais, ils me l'ont dit. C'est correct. Mais ça fait partie de mon phrasé, ça fait partie de ma personnalité. J'ai de la misère à m'en passer. Je vais dire ça à Montréal. Là, de toute façon, tu sais, sur Discord, je vais donner l'exemple, nous autres, quand on se parle sur Discord, tu me vois aller. Là. Des fois, je te lâche une phrase au complet en anglais, mais tout de suite après, je t'en parle en français. Puis le français, il est bon. Pour moi, c'est normal. Mais pour les gens à Rimouski ou en région, c'est pas le cas. Fait que c'est vraiment juste une question d'habitude, je pense. Une question de normaliser la chose. C'est même pas une question qu'ils sont moins tolérants ou racistes ou quoi que ce soit. C'est juste pas le quotidien qu'on vit. C'est ça. Fait que, moi, j'ai eu la chance de vivre à Montréal pendant un bout à Sainte-Julie. J'ai eu la chance de me promener un peu partout au Québec. Quand j'étais plus jeune, on déménageait quasiment tous les années. Fait que je n'ai vu du Québec. Des fois, il y en a qui sont nés à Sainte-Rita puis qui ont resté après ça à Sainte-Rita puis à Saint-Jean-de-Dieu puis ils n'ont pas bougé de là. Fait que je le comprends en même temps, mais comme tu dis, oui, à la limite, ça peut être désolant. Ce qui me désole là-dedans, je pense, c'est pourquoi c'est pas encore normal. Ouais. J'aimerais ça que ça soit plus normal. À un moment donné, j'avais fait réagir en disant quelque chose par rapport au racisme. J'ai hâte à la journée où on n'aura plus besoin d'en parler parce que ça sera plus un enjeu, ça sera... Exact. Mais je comprends encore que c'est normal d'en faire un enjeu puis qu'on en débatte sur la place publique. C'est juste pas accepté encore comme une normalité, une chose de la vie quotidienne, une chose qu'on devrait même pas identifier comme étant, tu sais, ça devrait juste pas exister. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Mais tu sais, pour nous autres, pour faire du marketing, qu'est-ce qu'on fait? On peut l'amener ailleurs. Là. On est rendu à 45 minutes. J'ai quasiment envie d'aller là pour mon 5 minutes de plus. Qu'est-ce qu'on fait en tant que marketeur pour faire bouger les choses? Est-ce qu'on va confronter cette réalité-là ou on va au contraire s'y adapter? T'sais? Est-ce qu'on peut être des agents de changement comme marketeur, Jean-François? Peux-tu changer le comportement des gens? Oui, on peut être des indicateurs de changement. Oui, on peut... Je suis juste en train de pointer. Là. Be the change. Ouais. On peut l'être. Je suis juste en train de rechercher quelque chose que je veux te montrer. Là. Là, je t'amène un peu ailleurs, là, je m'excuse, là, mais t'as comme touché à quelque chose qui... Moi, en ce moment, je suis dans cette réflexion-là. Je suis à Rimouski, je parle de SEO. Le SEO est tellement pas connu dans la région, puis même au Québec. À Montréal, un peu plus.
mais pas autant qu'aux États-Unis, admettons. OK, je te donne un exemple. Il y a moyen de faire passer un message en marketing. Il y a moyen de faire passer des idées. Il y a moyen de rester éthique, mais ça shake la patente. Oliviero Toscani. Oliviero Toscani, c'est le photographe de Benetton qui, dans les années 90, a fait des premières images utilisées en publicité avec des personnes LGBTQ+, avec des personnes qui étaient atteintes du sida, avec des personnes racisées, avec des personnes même, il a eu fait une grosse série avec des personnes du clergé. Des personnes du clergé qui s'embrassaient, qui avaient un contact physique. Lui a réussi, je dis lui parce que c'est l'exemple probablement le plus flagrant, a réussi à faire changer la patente, à faire questionner un peu plus, à démocratiser pour amener le débat dans le secteur public, sur la place publique, pour que les gens soient capables de, je sais pas, mieux comprendre, ou du moins se poser la question. Oui, on peut. C'est ça, je trouve le débat intéressant parce que l'exemple qu'on avait justement de la photo, je n'ai pas nommé personne, puis je veux pas trop non plus qu'elle soit capable de s'identifier elle-même, mais c'était une photo où il y avait juste des personnes blanches versus une photo où il y avait une famille multiculturelle. Mon réflexe à moi, mon réflexe de gars d'humain sur la planète, là, ça serait, je te le mets pareil. Parce que dans ma tête à moi, mettons, pour mon entreprise à moi, c'est si t'aimes pas ça, probablement que tu t'entendras pas bien avec moi de toute façon. C'est ça. Dans un cas de client, c'est drôle, mais là, je suis plus porté à faire, OK, c'est où je vais aller chercher le plus de résultats. À moins que le client me dise carrément, moi, je veux faire bouger les choses. C'est ça, c'est une autre chose. Ouais, fait que tu sais, c'est pas évident, on joue tout le temps sur les deux, hein. On veut influencer le changement dans la bonne direction, mais des fois, on n'a juste pas le choix, on dirait. On est garant du résultat aussi. Puis, une campagne qui brasse, c'est peut-être pas nécessairement celle qui va performer le mieux pour les besoins d'un but précis. Il y a des organismes, il y a des entreprises qui peuvent se permettre d'aller plus loin puis de réussir à faire ça. Mais c'est important de sélectionner son client puis de s'assurer que le client est aussi en accord avec ça puis que lui aussi veut passer de l'avant. Ouais. Puis tu sais, ça me ramène à notre tout premier podcast sur l'authenticité, Jean-François. Exact. Tout part de là. On va parler des comportements d'utilisateur là, aujourd'hui, mais le comportement de l'utilisateur versus une pub qui lui convient pas, c'est quoi? C'est des réactions négatives, c'est je l'ignore, je m'en occupe pas, ou carrément je vais acheter un produit d'une autre entreprise. C'est ça là quand même. Fait que si ton but c'est de convertir, ben c'est plate à dire là, mais d'essayer de be the change, ben peut-être que ça va t'amener à carrément échouer dans ton projet là, rendu là. Exact. Fait que c'est toujours jouer ces deux tableaux, puis c'est là pourquoi je t'avais dit notre premier podcast, je suis pas sûr qu'on peut être 100% authentique sur le web, parce que j'en connais beaucoup que c'est ça. Puis moi le premier, je fais attention à ce que je dis sur les réseaux sociaux. Je les utilise comme un espace de com pur et simple pour plus rentrer dans les débats politiques, pour plus rentrer dans les conflits de valeurs, les conflits d'opinion, des choses comme ça. C'est pas pour rien, je l'ai vécu trop souvent, puis j'ai vu ce que ça donnait. Fait que c'est touché quand même, je trouve, comme... Tiens, ça fait déjà plus que 50 minutes, Michel. L'emphase est sur toi. Hey boy. On peut-tu être éthique en faisant du neuromarketing? Là, tu me dis neuromarketing, puis là, je suis comme ambivalent dans le sens que je le sais qu'il y a un débat éthique autour du sujet, surtout en Europe. Là. Je vais dire oui. Tiens, j'ai envie de dire oui, parce que je pense que si je le vois de manière positive, tiens, oui, absolument. Si je le vois d'un point de vue corporatif seulement, non, j'ai l'impression que ils veulent nous jouer dans la tête et qu'ils réussissent. Mais d'un point de vue, je pense, citoyen numérique, oui. Parce que ça va nous permettre aussi de mieux se comprendre nous-mêmes.
si on utilise ces connaissances-là pour utiliser la civilisation. Je suis parti en peur, là. Si on utilise ces connaissances-là pour créer des cours d'éthique pour les jeunes, admettons, là, ça va être capoté parce que vraiment, on va comprendre comment que ça nous joue dans la tête, comment qu'on peut être influencé, comment qu'on va, après ça, pour le marketing comportemental, comment nous autres, on agit. Dr. Squash est le meilleur exemple. Je le sais moi-même que c'est de même que je suis arrivé à passer à l'action, mais je l'ai fait pareil. Mais au moins, c'est un choix. C'est moi qui ai fait le choix. T'es conscient du choix. Je me fais vendre un rêve, mais j'ai envie de l'essayer. J'ai envie de le vivre, puis j'ai envie de pouvoir en parler de manière plus éduquée après. Fait que oui, c'est possible d'être éthique, je pense. Toi? En attendant, notre infâme peau... Non, je réponds pas à cette question-là. Notre infâme peau... c'est ça, là. Tu vas me mettre sur TikTok. J'avais besoin de temps pour aller chercher le pot, c'est la seule... C'est ça. L'infâme peau. L'infâme peau, encore une fois, qui nous amène à un paquet de sujets super intéressants. Je vous rappelle que abonnez-vous. Vous êtes intéressé par le marketing, vous êtes intéressé par le numérique, abonnez-vous, suivez-nous, regardez ce qui se passe avec ça. L'infâme peau nous amène à poser un paquet de questions. Entre autres, la question qui va être, pas pour la semaine prochaine, on fait une relâche d'une semaine, étant donné, mais là c'est de ma faute, c'est moi qui vais être sur la route. Mais on revient en grand, je veux juste pas compter de menterie, le 9 juillet. Le 9 juillet, on revient en grand, et puis on va être capable de discuter, mais de discuter de une continuité, peut-être. Facebook, toujours pertinent. Ok. Je vais essayer d'être de bonne humeur cette journée-là pour dire oui, là. Mais écoute, entre toi et moi, là, je suis en train de changer pas mal. Ouais. Je le dirai pas aujourd'hui. C'est bon. On va pouvoir en discuter le 9 juillet, le vendredi 9 juillet. Fait que moi, j'ai voulu jouer dans la tête des gens aujourd'hui. Hein. J'ai une grosse semaine, je suis fatigué, mais j'ai mis une chemise colorée. Pourquoi? Pour amener de l'énergie, faire à croire que, tu sais, tout... Ouais, neuromarketing, là, je l'ai placé de mes couleurs aujourd'hui, moi, Jean-François. Fait qu'on connaît maintenant tes vraies couleurs. Ouais. Seigneur, je pense qu'on arrête là-dessus. Merci tout le monde de nous écouter. Merci les gens de nous suivre. Merci les gens dans le chat de votre interaction aujourd'hui. Si vous nous écoutez en audio, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être capable de vous accompagner dans ce petit moment-là, semaine après semaine. Si vous nous suivez sur YouTube, je suis pas content. Je suis pas content si vous nous suivez sur YouTube parce que 75% des personnes qui nous suivent sur YouTube ne sont pas abonnées à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, ça vaut vraiment la peine. Vous allez avoir un paquet de contenu et puis on est en train de travailler sur la saison 2 dans laquelle il va y avoir encore plus de contenu puis encore plus d'idées un peu plus éclatées. Peut-être même des gorilles qui vont passer une fois de temps en temps. On va voir jusqu'où on va aller avec cette idée-là. Faut que tu fasses de psychologie inversée, Jean-François. Abonnez-vous pas, partagez surtout pas ça aux gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Ça leur plairait pas. Parlez-en pas. Venez pas nous voir. Non, c'est ça. Michel, si on veut te rejoindre? Michel à remeza.tech ou ma chaîne Twitch d'Art Sketchy. De mon côté, Gogoulet, vous tapez ça dans Google, vous allez arriver en quelque part, il y a un paquet d'outils que vous allez être capable de me retrouver, sur lesquels vous allez être capable de me retrouver. Vous pouvez me suivre en audio, vous pouvez me suivre en vidéo, vous pouvez me suivre sur mon site web, et je vous invite à m'écrire, n'hésitez pas. Michel, merci pour la semaine, merci pour ta chemise. Puis c'était le fun aujourd'hui la discussion, Jean-François, tu m'amènes ailleurs parce que moi je les connais un peu moins, mais aujourd'hui tu m'as amené pas mal de trucs qui m'alimentent là, pour certains même dossiers actuels. Ben, c'est parfait, c'est exactement ça le but de ce podcast-là. Moi, je vous dis merci. Go Habs Go! On s'en va en finale de la Coupe Stanley depuis 28 ans. On y va, on essaie d'aller la chercher. Puis, si je suis un marketing qui veut faire de la pizza de ce temps-là, il me semble que Philippe Dano, c'est une maudite bonne idée pour aller le chercher. Ouais. Hey, je vous laisse là-dessus. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir là.